Bonjour, cette vidéo porte sur les auto-anticorps et les maladies auto-immunes. Ce cours est divisé en deux parties. Dans cette première partie, nous verrons des généralités. Et puis dans la deuxième, nous aborderons plus en détail les maladies auto-immunes et surtout les connectivites. Les maladies auto-immunes sont des maladies chroniques. Leur prévalence est de 6 à 7% dans la population générale. En fait, ce ne sont pas des maladies qui sont rares, mais plutôt des maladies qui sont méconnues auprès du grand public. Ces maladies sont dites multifactorielles. Pourquoi? Parce qu'elles naissent suite à la conjoncture de différents facteurs, des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Et puis souvent, il y a un élément déclencheur qui fait qu'il va y avoir l'apparition des symptômes. Très souvent, il s'agit d'un choc émotionnel tel que la perte d'un parent. En fait, le système immunitaire, à la base, à l'état physiologique, il remplit deux rôles. Le premier rôle est celui de reconnaître tout ce qui est étranger. Pourquoi? Pour le rejeter, et ce grâce à l'armée qui le constitue, armée composée de cellules et de molécules. Le système immunitaire remplit un deuxième rôle, et pas des moindres, c'est celui de reconnaître le soi ou nos propres antigènes. Pourquoi? Pas pour les rejeter, mais plutôt pour les tolérer. Et lorsqu'on a un souci dans les mécanismes de tolérance de nos propres antigènes, il va y avoir ce qu'on appelle une réponse auto-immune. Et donc, il va y avoir une maladie auto-immune. Lorsque cette maladie auto-immune touche un seul organe, on parlera de maladie auto-immune spécifique d'organes. C'est l'exemple du diabète pour le pancréas, l'anémie de Biermer au niveau de l'estomac et l'hépatite auto-immune lorsqu'il s'agit du foie. Et lorsque la maladie auto-immune atteint plusieurs organes simultanément, là on parle de maladie auto-immune non spécifique d'organes. C'est l'exemple des connectivites, du SAP, des vascularites en cas. En fait, il faut savoir que le dysfonctionnement du système immunitaire qui a lieu au niveau des maladies auto-immunes affecte essentiellement le système immunitaire adaptatif. Donc, il va y avoir soit des lymphocytes B autoréactifs ou des lymphocytes T autoréactifs. Il existe des maladies dans lesquelles nous avons essentiellement des auto-anticorps, donc une réponse strictement humorale, et des maladies à l'inverse où nous avons une réponse uniquement cellulaire. Comme on peut avoir la combinaison des deux. Je vais vous donner un exemple, en fait deux exemples, mais pour lequel il se passe à peu près la même chose. C'est l'exemple du diabète et de la maladie cœliaque. Dans ces deux maladies, la réponse, en fait la physiopathologie, on va dire, est due à des lymphocytes T autoréactifs, donc c'est cellulaire, mais à côté, nous avons la production d'auto-anticorps, c'est-à-dire qu'il y a eu des lymphocytes B autoréactifs. Donc on a production de ces auto-anticorps qui sont spécifiques. Dans le cas de la maladie cœliaque, il s'agit par exemple de l'antitransglutaminase, et dans le diabète, il s'agit des anticorps anti-GAD, anti-IA2, anti-insuline. Ce sont des anticorps qui sont spécifiques, mais qui ne sont pas impliqués dans la physiopathologie de la maladie. Mais par contre, puisqu'ils sont spécifiques, ces anticorps ont un grand intérêt diagnostique. Dans ce cours, nous intéresserons essentiellement aux auto-anticorps, parce qu'ils ont un grand intérêt diagnostique lorsqu'ils sont spécifiques surtout. Alors, comme je vous l'avais dit, les auto-anticorps peuvent être nombreux. En fait, on a presque autant d'auto-anticorps que de maladies auto-immunes. Et leur présence n'a pas toujours la même signification. Il existe des auto-anticorps qui sont dits spécifiques. C'est l'exemple de l'anti-SM et de l'anti-ADN dans le lupus. C'est l'exemple de l'anti-MBG dans la maladie de Gout-Pasture. C'est l'exemple aussi des anticorps anti-CCP dans la polyarthrite rhumatoïde. Ces marqueurs spécifiques, ces auto-anticorps spécifiques peuvent être prédictifs aussi. Prédictif veut dire que ces anticorps apparaissent avant même l'apparition des signes cliniques. Le meilleur exemple d'auto-anticorps spécifique et prédictif est celui de l'anti-CCP au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Les anti-CCP sont très spécifiques de cette pathologie, de la PR, et en plus peuvent apparaître des mois, voire des années avant l'apparition des signes articulaires. Nous avons aussi ce qu'on appelle les auto-anticorps pathogéniques. Ce sont des auto-anticorps, spécifiques ou pas, ça dépend, qui sont impliqués dans la physiopathologie de la maladie auto-immune.
On va prendre l'exemple de la myasthénie auto-immune. Il s'agit des anticorps antirécepteurs de l'acétylcholine. On aura des auto-anticorps qui vont bloquer les récepteurs et du coup, l'acétylcholine ne pourra plus se fixer sur son récepteur. Et la conséquence est que la plaque motrice ne sera plus fonctionnelle et on aura une myasthénie. Les auto-anticorps ont différents intérêts. Les auto-anticorps les plus intéressants sont ceux qui sont spécifiques. Je vous ai donné des exemples, l'anti-ADN, l'anti-SM, l'antitransglutaminase, l'anti-GADIA2, l'anti-CCP. Et ils ont un intérêt dans le diagnostic. C'est-à-dire que si j'ai la maladie, je suis pratiquement sûr que j'ai... si j'ai l'auto-anticorps, je suis pratiquement sûr que j'ai la maladie. Très souvent, les auto-anticorps sont intégrés dans les critères diagnostiques des maladies auto-immunes. Donc ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est le pronostic. Je vais vous donner des exemples. L'anti-DNA dans le lupus, quand on a l'anti-DNA, c'est de mauvais pronostics parce qu'il peut y avoir une atteinte rénale. Un autre exemple, l'anti-ARN polymérase 3 dans la sclérodermie systémique, quand on l'a, c'est un marqueur de survenue de la crise rénale. Donc, nous avons plusieurs exemples comme ça. Et enfin, les auto-anticorps peuvent avoir un intérêt de suivi. Là, par contre, il y a très peu d'auto-anticorps qui présentent cet intérêt-là. Le meilleur exemple est celui de l'anti-ADM. En fait, parmi les anticorps antinucléaires, vous saurez par la suite ce que sont les anticorps antinucléaires. Parmi les anticorps antinucléaires, seul l'anti-ADN a un intérêt de suivi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux de l'anti-DNA, qu'il baisse ou qu'il augmente, ça a un intérêt. Ça suit l'évolution de l'activité de la maladie. S'il y a une augmentation, ça veut dire qu'il se peut le malade qui soit en poussée. Par contre, si ça diminue, là, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a une diminution de l'activité de la maladie. Voilà. Alors, et cet intérêt-là est défini par deux paramètres. Il y a ce qu'on appelle la sensibilité et la spécificité de la maladie. La sensibilité, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité que l'auto-anticorps soit présent si le sujet est malade. Alors, le petit bonhomme que vous avez ici en orange, vous aurez par la suite d'autres petits bonhommes bleus. Les petits bonhommes orange veulent dire sujet atteint par la maladie. Et les bleus veulent dire sujet non atteint par la maladie. Donc là, si vous voulez, c'est équivaut un petit peu à la fréquence de l'auto-anticorps au sein de la pathologie. On va dire fréquence de l'anti-ADN, par exemple, au cours du lupus. Et la spécificité, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la probabilité que l'auto-anticorps soit absent si le sujet n'est pas malade. Ça veut dire que plus la spécificité est élevée, et c'est exprimé en pourcentage, le maximum est à 100%. Idem pour la sensibilité. Plus la spécificité est élevée, plus on a de chances pour qu'on soit vraiment dans cette maladie-là. Il faut savoir que les auto-anticorps ayant une spécificité de 100% sont extrêmement rares. Et l'auto-anticorps idéal serait celui qui a une sensibilité élevée et une spécificité élevée, mais c'est extrêmement rare. Pourquoi? Parce que généralement, la sensibilité augmente avec la sensibilité de la technique. Et quand on augmente en sensibilité, on diminue en spécificité. Alors, maintenant, on va parler des techniques de détection de ces auto-anticorps. Alors, il existe, au fil du temps, il y a eu beaucoup de techniques. Certains ont été abandonnés. C'est l'exemple des techniques d'immunoprécipitation. Elles ne sont plus utilisées pour la recherche des auto-anticorps. Les techniques les plus utilisées actuellement et partout dans le monde, c'est la technique IFI, immunofluorescence indirecte. C'est une technique d'immunofluorescence. Et les techniques immuno-enzymatiques, essentiellement l'ELISA et l'immunodot. Voilà. Les techniques d'agglutination sont utilisées surtout pour le FR, le facteur rhumatoïde. Vous comprendrez par la suite pourquoi. Alors, comment on fonctionne d'habitude? Généralement, ça dépend de la maladie. Mais grosso modo, nous faisons cette recherche en deux étapes. Il y a une première étape de dépistage
ou de screening où on ratisse large, c'est-à-dire qu'on recherche un ensemble d'auto-anticorps à la fois, parce qu'en fait, les signes cliniques d'une maladie auto-immune ne sont pas spécifiques d'une maladie, sinon on n'aurait pas besoin de rechercher les auto-anticorps. On va dire quand on a des arthralgies, quand on a une myasthénie, on ne sait pas si c'est un lupus, si c'est une polymyosite, une dermatomyosite, c'est assez vague. Donc généralement, on suspecte un ensemble de maladies à la fois et du coup, il faut rechercher un ensemble d'auto-anticorps. Donc on va ratisser large, c'est une recherche qui est large. On parle de dépistage ou de screening et ça se fait généralement par IFI. La technique de référence pour le dépistage est l'IFI. Et puis lorsque c'est négatif, lorsque cette première étape est négative, on s'arrête. Lorsque c'est positif, il faut y aller vers l'identification. Lorsque c'est positif, ça veut dire qu'on a un auto-anticorps, un ou plusieurs auto-anticorps, mais on ne sait pas, on ne les connaît pas, on ne les a pas encore identifiés. Là, il faut passer à l'identification et pour l'identification, très souvent, on utilise les techniques immuno-enzymatiques. C'est les techniques, si vous voulez, préférées au niveau des laboratoires d'immunologie. Alors, on peut diviser les maladies auto-immunes en deux grands groupes. Il y a les maladies auto-immunes non spécifiques d'organes. Ça veut dire qu'on a plusieurs organes qui sont touchés à la fois. Alors, il s'agit essentiellement des connectivites. Les connectivites regroupent 6 maladies, on les verra par la suite. On a aussi le syndrome des antiphospholipides, appelé communément le SAPL. Et puis, on a les vascularites en cas, qui regroupent la micropolyangéite, le Churg-Strauss et le Wegener. Nous avons à côté les maladies spécifiques d'organes. Là, on a énormément de maladies, énormément d'exemples. Je vous ai mis certains. C'est le cas du diabète insulinodépendant ou le type 1 lorsque ça touche le pancréas, la thyroïdite auto-immune, la maladie cœliaque lorsque c'est l'intestin qui est touché, l'anémie de Biermer lorsque c'est l'estomac qui est touché, les hépatopathies auto-immunes qui regroupent les hépatites auto-immunes de type 1, de type 2 et la cholangio-sclérosante primitive, la CBP. Nous avons la myasthénie auto-immune, le pemphigus, il existe énormément d'exemples. On va s'intéresser aux maladies non spécifiques d'organes, et essentiellement les connectivites. Je vous l'ai dit, alors les connectivites regroupent 6 maladies. Nous avons le lupus érythémateux systémique, le syndrome de Gougerot-Sjogren, appelé, j'insiste, à tort, syndrome sec. Il ne faut jamais l'appeler syndrome sec. Le syndrome sec est juste un symptôme et non pas un nom de maladie. Nous avons la sclérodermie systémique à ne pas confondre avec la sclérodermie localisée qui n'est pas systémique, qui n'est pas qui est spécifique d'organes étant donné qu'il n'y a que la peau qui est touchée et qui s'appelle la sclérodermie localisée s'appelle également morphée. Nous avons la polymyosite et la dermatomyosite. La polyarthrite rhumatoïde, oui, la polyarthrite rhumatoïde est non spécifique d'organes, il ne faut pas se tromper. Et enfin, nous avons la connectivité mixte. Et là aussi, petite nuance, la connectivité mixte ne veut pas dire chevauchement. Un chevauchement ou un overlap syndrome veut dire association de plusieurs connectivites. Veut dire que j'ai un lupus par exemple, plus un sclérodermie ou une PR, plus un Sjogren, plus une polymyosite. La connectivité mixte est une maladie à part. C'est une maladie dans laquelle nous avons certains symptômes du lupus, certains de Sjogren, certains de sclérodermie, mais nous n'avons pas assez de critères pour poser le diagnostic du lupus, pas assez pour poser pas assez de critères pour poser le diagnostic d'une autre connectivite. Par contre, ça répond à des critères. Généralement, c'est les critères de Sharp. Donc, la connectivité mixte est aussi appelée syndrome de Sharp. Alors, pourquoi nous avons regroupé ces connectivites dans un même groupe? Ce sont des maladies système, je vous l'ai dit. Nous avons regroupé ces 6 maladies dans un même groupe pour 2 raisons. La première, c'est la clinique qui est similaire. Nous avons des atteintes qui sont similaires. Nous avons des arthralgies, de la fièvre, une myasthénie, atteinte pulmonaire, atteinte rénale, atteinte cutanée. Les atteintes sont assez similaires. Et puis sur le plan biologique, nous avons des auto-anticorps qui sont pratiquement tous dirigés contre le noyau. Et donc on a ce qu'on appelle les anticorps antinucléaires, antinoyaux, donc antinucléaires. On les appelle les AAN. D'accord? En anglais, ANA. Et puis communément au laboratoire, on dit FAN pour facteur antinucléaire. C'est plus léger. Qu'est-ce que c'est que ces anticorps antinucléaires?
Alors, comme le nom l'indique, ils sont dirigés contre le noyau, donc contre les différents constituants du noyau. Alors, le noyau, alors là, vous avez la cellule, et le noyau, c'est la petite boule rose. On va y aller à l'intérieur, et on va voir de quoi c'est composé. Alors, à l'intérieur, nous avons déjà ce qu'on appelle la chromatine ou le nucléosome. Le nucléosome est constitué d'ADN et de protéines telles que l'histone. Nous avons aussi à l'intérieur du noyau ce qu'on appelle les nucléoles, c'est les petites boules vertes, et qui sont des petits organites dont le rôle est la synthèse ou la production des ribosomes. Nous avons aussi le nucléoplasme. Qu'est-ce que c'est que le nucléoplasme? Le nucléoplasme, pardon, c'est tout le reste. En fait, le nucléoplasme est constitué de tout ce qui baigne dans le noyau. Il s'agit d'enzymes, de protéines et de ce qu'on appelle surtout les RNP, les ribonucléoprotéines. En fait, il s'agit de petits ARN associés à des protéines. Et enfin, nous avons la membrane nucléaire. La membrane nucléaire peut également être ciblée par des auto-anticorps. Par contre, les auto-anticorps qui ciblent la membrane nucléaire, on les retrouve essentiellement non pas dans les connectivites, mais surtout dans les hépatopathies auto-immunes. Sinon, en dehors de la membrane, tout ce qui est nucléoplasme, nucléosome et nucléole peuvent être ciblés dans des anticorps antinucléaires qu'on retrouve surtout au niveau des connectivites. Alors, comment est-ce qu'on recherche ces anticorps antinucléaires? Déjà, on les recherche au niveau du sérum du patient, qui est généralement dilué. Et ça se passe en 2 étapes. Dans la première étape, il s'agit d'un dépistage ou d'un screening. On va rechercher un ensemble de anticorps à la fois. Donc, on ratisse large, si vous voulez. Et là, on utilise en fait la technique de référence et l'IFI sur cellule EP2. Vous verrez ce que c'est par la suite que la cellule EP2. Dans un deuxième temps, si c'est positif, on va faire une identification. Et là, on va rechercher chaque auto-anticorps seul, parce qu'on aura une orientation à la première étape. Et là, on utilise des techniques qui sont un peu plus sensibles que l'IFI. Ce sont essentiellement les techniques immunoenzymatiques, ELISA et DOT. Il y a aussi d'autres techniques de pointe qui sont plus récentes, mais on n'en parlera pas dans cette diapositive. Alors, on va parler maintenant de l'IFI sur cellule EP2. Qu'est-ce que c'est que les cellules EP2? La cellule EP2, c'est une cellule qui provient du carcinome de larynx humain, donc Human Epithelium 2. Ce sont des cellules qui ont plusieurs caractéristiques. Les principales sont la présence d'un noyau qui est grand. En fait, cette cellule n'est pas du tout représentative de la cellule EP2. Le noyau de la cellule EP2 occupe pratiquement toute la surface de la cellule. Il reste très peu de place pour le cytoplasme. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est la présence d'énormément de cellules en division, ce qui est tout à fait normal étant donné qu'il s'agit d'un carcinome. Donc, ce sont des cellules qui sont cancéreuses. Ces cellules EP2, en fait, elles sont, si vous voulez, fixées sur une lame. Elles sont fixées sur une lame et sur ces lames, pardon, nous allons rechercher des anticorps antinucléaires. Alors, dans une première étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter le sérum du patient à ces cellules et on va laisser incuber. Pourquoi? Pour laisser réagir l'anticorps antinucléaire s'il est présent dans le sérum avec sa cible qui est présente dans le noyau. On laisse incuber. Par la suite, on va effectuer un lavage pour éliminer tout ce qui n'est pas fixé. Et enfin, on rajoutera un conjugué. Un conjugué, c'est un anticorps anti-anticorps. Donc, c'est un anticorps qui va lier l'anticorps vert du patient. L'anticorps vert, c'est l'anticorps antinucléaire qui est déjà fixé. Et puis, vous voyez la petite étoile jaune qui est liée à l'anticorps bleu, le conjugué. C'est ce qui va permettre de révéler la réaction. C'est un fluorochrome. Donc, il va permettre, suite à une excitation, grâce à un microscope à fluorescence, d'émettre une fluorescence. Donc, on aura une fluorescence là où il y a liaison. Là où il y a la réaction anticorps-antigène, il va y avoir une fluorescence verdâtre. Et là, on aura différents aspects. Alors, ça, c'est le premier aspect, ça s'appelle homogène. Dans ce premier aspect, on a eu la fluorescence qui est, je ne sais pas si vous le voyez, dans la plupart, c'est un petit peu difficile, je vais essayer de zoomer. Alors, voilà. La plupart de ces cellules sont au repos. Alors, ce que vous voyez en vert, c'est le noyau. Le cytoplasme, c'est autour et c'est noir. Ce n'est pas fluorescent. Ce qui est fluorescent ici, c'est le noyau. Et vous voyez que la fluorescence, elle est homogène. La fluorescence, elle est homogène au niveau des cellules
au repos. Et puis nous avons deux cellules en division, vous les voyez en haut à droite et en bas à gauche. Là, vous avez la plaque équatoriale qui est fluorescente uniquement. Autour, c'est pas fluorescent, c'est éteint. La plaque équatoriale est fluorescente au niveau de la métaphase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit du nucléosome. Donc là, ça indique que nous avons des anticorps anti-nucléosome, c'est-à-dire anti-ADN ou anti-histone. Donc l'aspect homogène oriente vers des anticorps anti-nucléosome, anti-histone ou anti-ADN. Je crois qu'il y a l'explication au niveau de la prochaine diapositive. Alors voilà, donc ça c'est le nucléosome. Le nucléosome est formé d'ADN et d'histone. Et puis la liaison des deux peut donner lieu à l'apparition de néoépitopes. Donc quand on a l'aspect homogène, il peut s'agir d'anticorps anti-ADN, anti-histone ou anti-nucléosome, c'est-à-dire les néoépitopes. Le deuxième aspect qu'on peut avoir, c'est, si vous voulez, c'est un aspect opposé à l'homogène. Il s'appelle moucheté. Pourquoi? Parce que nous avons des mouchetures. Vous voyez, au niveau de la cellule au repos, la plupart des cellules que vous voyez, elles sont au repos. Et ce que vous voyez fluorescent, c'est le noyau. On ne voit pas le cytoplasme, il est noir et il est autour. Donc, nous avons des mouchetures, nous avons des grains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est fluorescent est soluble. Donc, il s'agit essentiellement d'antigènes qui sont solubles. Et les antigènes solubles, c'est ce qui baigne au niveau du nucléoplasme. Donc, il va s'agir, là, la cible, ce sont des enzymes, des protéines et les fameuses RMP dont je vous ai parlé. Et au niveau de la cellule en division, vous voyez les trois cellules qui restent. Alors, au niveau de ces cellules, la plaque équatoriale est éteinte, vous le voyez. Donc là, on peut confirmer que ce n'est pas un homogène, ce n'est pas un antinucléosome, anti-ADN ou anti-histone. Par contre, autour, c'est fluorescent parce que les antigènes solubles sont rejetés à l'extérieur au moment de la métaphase. On peut avoir un autre aspect, c'est l'aspect nucléolaire, vous le voyez. En général, on a 2-3 nucléoles par cellule EP2. Donc, nous avons des anticorps antinucléolaires. C'est un aspect très facile à reconnaître. Et là, les cibles sont toute la machinerie enzymatique et protéique et les RMP qui interviennent dans la production des ribosomes à l'intérieur des nucléoles. Alors, vous voyez un exemple. Donc, à partir de l'ADN à l'intérieur du nucléole, on obtient le ribosome avec la petite et la grande susunité. Et cette production nécessite plusieurs étapes. Toutes ces étapes font intervenir énormément d'enzymes et de protéines et de RMP. Toutes ces protéines, RMP et enzymes peuvent être des cibles d'anticorps antinucléolaires. Et on peut avoir un quatrième aspect qui n'est pas rare, qui n'est pas très fréquent, mais qui n'est pas si rare que ça. C'est l'aspect centromérique. Alors, nous avons l'explication ici, et puis je vais revenir à l'image. Alors, qu'est-ce que c'est que centromère? Ça, c'est un chromosome. Le centre du chromosome s'appelle centromère. Et puis, les extrémités, si vous vous rappelez, ça s'appelle télomère. En fait, ce n'est pas le centromère qui est ciblé, mais plutôt un complexe protéique qui y est attaché, qui s'appelle kinétochore. Donc, ce sont les constituants du kinétochore, qui s'appellent CEMP A, B et C, qui sont ciblés. Et ça donne un aspect centromérique, vous voyez ici. Donc, on aura au niveau de la cellule au repos à peu près 46 points. En fait, c'est le centre de chaque chromosome. Et comme nous avons 46 chromosomes, on aura 46 points. Mais on ne s'amuse pas, c'est pas en 3D, donc on ne va pas s'amuser à calculer les 46 points. Et puis, au niveau de la cellule en division, on aura cet aspect en échelle, en fermeture éclair. Ce sont en fait les points, des traits ou des points qui représentent, chaque trait ou point représente un chromosome. Donc on aura autant de traits que de chromosomes au niveau de la plaque équatoriale. Et c'est l'aspect centromérique. En fait, comme vous voyez ici, grâce à la technique IFI sur cellule EP2, on peut voir si c'est positif, si c'est négatif. On peut voir si cette fluorescence, dans le cas où c'est positif, si cette fluorescence est élevée ou pas. On aura un titre à la fin parce que c'est semi-quantitatif. Et on aura surtout un aspect homogène, moucheté, nucléolaire, centromérique, ce qui va orienter la recherche, l'identification, la deuxième étape de recherche.
Si j'ai un homogène, je vais rechercher un anti-ADN, un anti-histone. Si j'ai un moucheté, je vais rechercher les anticorps antigènes solubles. Et puis, ça oriente aussi vers la maladie. Je vous donne un exemple. Quand on a un homogène, il s'agit de l'anti-ADN, anti-histone. Je suis pratiquement sûre qu'il s'agit d'un lupus. Pourquoi? Parce que ces antigènes, ces anticorps sont retrouvés dans le lupus. Quand j'ai un antinucléolaire ou un anticentromérique, sans même aller à l'identification, mais en fait l'identification est préférable. Sans même aller à l'identification, je sais qu'il s'agit d'une sclérodermie parce que les cibles qu'on retrouve au niveau de ces aspects sont spécifiques de la sclérodermie systémique. Donc c'est une technique qui apporte énormément au diagnostic. Vous l'avez vu, on peut avoir à la lecture au microscope à fluorescence différents aspects nucléaires. Le point commun est la présence du fluorescence au niveau du noyau. Mais parfois, on peut avoir une surprise. Parfois, on s'attend à une fluorescence au niveau du noyau, mais on ne la retrouve pas. On retrouve un noyau qui est complètement éteint, mais une fluorescence au niveau du cytoplasme, par exemple. Alors, j'ai mis différents exemples ici. Cette fluorescence au niveau du cytoplasme peut correspondre à un antisynthétase, un antiactine, antimitochondrie. Et ces aspects orientent vers si vous voulez, n'oriente pas vers les connectivites, mais plutôt vers l'existence d'autres maladies auto-immunes. Par exemple, l'antiactine oriente vers une hépatite auto-immune, antimitochondrie oriente vers une CBP, etc. Il existe énormément d'exemples. Alors, au final, cette technique IFI sur EP2, qu'est-ce qu'elle apporte? D'abord, un aspect qui oriente l'identification homogène, moucheté, etc. Et puis, on aura un titre parce que c'est une technique semi-quantitative. 1 sur 80, c'est le titre le plus faible. 1 millième, c'est l'un des titres les plus élevés. Ça peut être encore supérieur au millième. Maintenant, on passe à l'identification. Lorsque l'IFI est positif, on passe à l'identification. L'identification peut se faire par différentes techniques, mais les techniques immunoenzymatiques sont les plus courantes. J'ai mis ici l'exemple de l'ELISA. Dans l'ELISA, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'auto-antigène cible qu'on fixe au fond du puits. Il n'est plus sur une cellule ou sur un tissu, il est au fond du puits. Il a été séparé ou synthétisé, il a été fixé au fond du puits. Dans un premier temps, on va ajouter le sérum du patient dans le puits. On laisse incuber, ensuite on lave pour éliminer tout ce qui n'est pas fixé. On rajoute le conjugué. Ici, c'est comme tout à l'heure, le conjugué, c'est un c'est un anti-anticorps. Il va se lier, c'est le bleu. L'auto-anticorps, c'est le vert et le conjugué est en bleu. Là, par contre, il n'est pas lié à un fluorochrome, plutôt à une enzyme, d'où l'appellation technique immunoenzymatique. Et cette enzyme va lier un substrat par la suite, ce qui va permettre de donner une couleur. S'il y a liaison auto-anticorps, auto-antigène, il va y avoir une couleur, et cette couleur est d'autant plus intense que la concentration d'auto-anticorps dans le sérum du patient est élevée. Alors, par exemple, si on a un aspect moucheté, on va rechercher les anticorps antigènes solubles. Voilà, c'est l'exemple qu'il y a en haut. Donc, on va rechercher l'anti-SSA, SSB, SM, etc. Si on a un aspect homogène, là, on va rechercher l'anti-ADN. Et là, ça va être l'ADN qui est fixé au fond du puits. Et la lecture se fait au spectrophotomètre, étant donné que c'est une densité optique qu'on va lire. On passe maintenant au facteur rhumatoïde. Le facteur rhumatoïde n'est pas un anticorps antinucléaire, c'est complètement autre chose. Le facteur rhumatoïde, en fait, est retrouvé au cours de l'APR. Il est très recherché parce qu'il est très sensible, mais il n'est pas très spécifique de l'APR. Ce n'est pas un marqueur qui aide énormément. Alors, la cible du facteur rhumatoïde est l'IgG, c'est la fraction FC de l'IgG. Et l'auto-anticorps lui-même est d'isotype IgM, le plus souvent. Le plus souvent, il est d'isotype IgM, donc il est pentamérique. Et puisqu'il est pentamérique, pour sa recherche, on va employer des techniques d'immunoagglutination. Pourquoi? Parce que l'IgM a ce pouvoir d'agglutiner, parce que justement, elle est pentamérique. Donc, on utilise, en fait, ça a été longtemps utilisé, latex, valérose, et puis il y a eu ces techniques ont été, il y a eu mise, si vous voulez, il y a eu la néphélémétrie laser, c'est aussi de l'agglutination mais en milieu liquide, et puis il y a l'ELISA. Donc, il y a vraiment tout un éventail de techniques qui permettent de rechercher le facteur rhumatoïde, mais ne l'oubliez pas, gardez ça en tête, le facteur rhumatoïde n'est pas spécifique de l'APR. On peut le retrouver dans différentes maladies auto-immunes et même en dehors des maladies auto-immunes, chez les sujets sains, chez les sujets ayant des infections, etc.
Alors, pour récapituler, quand on a un aspect homogène, moucheté, etc., ça oriente vers un auto-anticorps et cet auto-anticorps oriente vers une maladie, une connectivité bien précise. Alors, quand on a l'homogène, on pense à l'anti-ADN. L'anti-ADN oriente vers le lupus. Ou alors l'histone. L'anti-histone oriente également vers un lupus, mais il n'est pas spécifique, faites attention. On peut le retrouver même dans une forme de lupus qui est appelée lupus induit. C'est un lupus qui est induit généralement par les médicaments. Quand on a un moucheté, là on pense aux antigènes solubles, c'est les anticorps anti-antigènes solubles. Là on a tout un éventail. Vous avez juste quelques exemples ici. SSA, SSB oriente vers le Sjögren. SM très spécifique du lupus, encore plus spécifique de l'anti-ADN. Le RMP oriente vers la connectivité mixte, mais aussi tous les chevauchements qu'il peut y avoir entre les connectivites. Le SK70 est très spécifique de la sclérodermie. Le nucléolaire et centromère également orientent vers la sclérodermie. Au final, il faut retenir une chose, c'est que les auto-anticorps antinucléaires sont très fréquents dans les connectivites, surtout dans le lupus, 98% des cas, la sclérodermie, 95% des cas, suivi par le Sjögren, l'APR, la dermatomyosite, où on les retrouve un peu moins. Mais en fait, il faut garder en tête une chose, c'est que de 1, il faut toujours retrouver la cible. Quand on a des anticorps antinucléaires, il faut retrouver la cible. Et même si je retrouve la cible, je ne suis pas sûre qu'il y ait la maladie. Parce que la présence d'un auto-anticorps n'est pas synonyme de la présence de la maladie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les anticorps antinucléaires peuvent être retrouvés même en dehors des connectivites. Ils peuvent être retrouvés au cours d'autres maladies auto-immunes, mais aussi même en dehors de toute maladie auto-immune, par exemple lors des infections ou même chez les sujets âgés. Pourquoi? Parce que plus un sujet vieillit, plus ses mécanismes de tolérance sont inefficaces. Donc il faut faire très attention. Chez les sujets âgés, il est courant de retrouver des anticorps antinucléaires à 80, 160, même 320. Il faut faire très attention. De plus en plus, les laboratoires d'auto-immunité tendent à élever le seuil des anticorps antinucléaires. Donc, il faut interpréter avec prudence un bilan d'auto-immunité. Nous arrivons au terme de la première partie. On se retrouvera, Inch'Allah, dans la deuxième partie où je détaillerai les maladies auto-immunes, tout ce qui est signes cliniques, auto-anticorps et diagnostic. On parlera essentiellement des connectivites. Voilà, je vous remercie. À très bientôt.